Bien, voilà. C'est J'espère parfait. que cette fois-ci, ça va. Merci beaucoup pour l'aide technique. Et tout d'abord, je tiens à remercier vivement Caroline et le comité scientifique du POC pour cette invitation. Alors, je ne suis pas sûr que je vais pouvoir vous relater toute l'évolution du concept métacognition à travers le temps, mais en tout cas, je vais essayer d'en rappeler l'origine et mettre en perspective le concept, en particulier par rapport à d'autres courants de recherche plus ou moins apparus à la même époque. Donc, plus précisément, le plan est le suivant. Dans un premier temps, je parlerai de l'origine du concept et des questions liées à son émergence, ainsi qu'à sa diffusion, les origines du concept, les problèmes de définition et d'opérationnalisation, le rôle de la métacognition dans les apprentissages, les usages parfois prescriptifs et ambigus de la métacognition en contexte scolaire, quelques mots sur les enjeux idéologiques. La deuxième partie sera consacrée à une mise en perspective, en particulier par rapport à trois autres courants de recherche, la réflexivité, le rapport au savoir, les concepts épistémologiques des étudiants, et enfin, je tenterai de dégager quelques pistes de réflexion en guise de conclusion. Alors, les origines du concept, je vais être très bref, bien entendu, mais rappeler que le concept trouve son origine dans différents champs de la psychologie, notamment chez Piaget, qui distinguait l'abstraction empirique, c'est-à-dire celle qui émane, par exemple, de la manipulation d'objets que l'enfant fait, de l'abstraction réfléchissante, qui est plutôt la réflexion que l'enfant va développer non plus sur les objets eux-mêmes, mais sur ses propres actions portant, elles, sur les objets. Et cette abstraction réfléchissante est une composante importante du développement logico-mathématique. On a aussi Vygotsky, avec l'origine sociale du contrôle cognitif. C'est aussi à la même époque, donc on peut tenter un parallèle, que se développent les théories de l'esprit, c'est-à-dire la manière dont on se représente le fonctionnement d'autrui, par exemple, comment le jeune enfant se représente la manière dont pensent d'autres personnes. Et donc, ces différentes approches mettent en commun le rôle d'une prise de recul du sujet par rapport à lui-même dans son développement cognitif. Pour situer aussi les choses dans leur contexte, je pense qu'il n'est pas inutile de rappeler que c'est Flavel, bien sûr, qui a popularisé le terme d'abord métamémoire et puis plus globalement le terme métacognition, et que ceci correspond à un tournant cognitiviste qui tend à comparer l'activité mentale à celle d'un ordinateur, et ce qui explique peut-être, par exemple, que les facteurs d'ordre affectif aient été moins pris en considération qu'au début. Alors, je ne saurais évidemment pas commencer sans rappeler la définition Princeps de Flavel de 1976 qui nous dit ceci: la métacognition réfère aux connaissances d'un sujet sur ses propres processus cognitifs et sur ce qu'ils produisent ou sur toute autre chose s'y rapportant, par exemple les propriétés des informations, des données pertinentes pour l'apprentissage, dans n'importe quelle sorte d'opération cognitive en lien avec l'environnement humain ou non humain, une variété d'activités de traitement de l'information peut se mettre en place. La métacognition réfère, entre autres choses, au contrôle délibéré, actif, à la régulation et à l'orchestration qui suivent de ces processus, habituellement au service d'un objectif déterminé. Et donc, comme le reconnaît Flavel lui-même, il est important de souligner que c'est une définition qui indexe des phénomènes, donc qui les énumère, plutôt qu'elle ne les articule réellement, et donc il s'agit d'une définition très large. Une deuxième définition de 1990 est celle d'un psycholinguiste, Bombert, qui définit la métacognition comme suit: c'est le domaine qui regroupe les connaissances introspectives conscientes qu'un individu particulier a de ses propres états et processus cognitifs. Et donc, cette définition est plus précise que celle de Flavel, puisqu'il y a deux conditions qui sont posées pour qu'une connaissance puisse être qualifiée de métacognitive: c'est qu'elle résulte d'une prise de conscience du sujet lui-même sur le fonctionnement de son activité, donc qu'il y ait une démarche introspective, et par ailleurs,
par définition, n'est métacognitif que ce qui relève du champ de la conscience, ce qui n'exclut pas qu'il y ait d'autres modes de régulation qui puissent intervenir d'une manière préconsciente, mais en tout cas, en termes de connaissance, c'est nécessairement accessible dans le champ de la conscience. Et donc, cette définition est plus précise que celle de Flavel, mais elle continue à englober les deux composantes, puisque au deuxième point, Gombert ajoute que la métacognition désigne aussi les capacités que cet individu a de délibérément contrôler et planifier ses propres processus cognitifs. Et donc, le fait d'englober deux composantes aussi différentes sous un même intitulé a peut-être été également une source de difficulté dans l'appréhension du concept de métacognition. Et donc, la question fondamentale qui se pose à travers cette délimitation de la métacognition est de savoir ce qu'elle recouvre précisément. De très nombreuses définitions et approches se sont développées depuis 45 ans. Alors, dans de remarquables articles de synthèse, notamment de Jean-Louis Berger, l'autre de Frenkel, les auteurs distinguent trois grandes catégories: les connaissances métacognitives d'une part, les expériences métacognitives, qui sont un processus autonome, donc le sujet, par exemple, a un doute sur quelque chose qu'il fait, par exemple, comment orthographier un mot, comment réaliser une tâche, et donc se met un peu à réfléchir sur son fonctionnement cognitif, et à l'inverse, les stratégies métacognitives proprement dites, qui, elles, résulteraient plus d'un processus top-down, où le sujet définit, par exemple, un plan d'action, par exemple, de préparer une session d'examen. Alors, on peut s'intéresser maintenant plus précisément au volet connaissances métacognitives, et là aussi, il y a beaucoup de définitions différentes. Certains les appréhendaient de manière très large comme Flavel, d'autres leur accordent un sens plus restreint, comme nous venons de le voir avec Gombert. Les auteurs ont assez vite distingué plusieurs catégories de connaissances métacognitives, donc des connaissances déclaratives, des connaissances, donc plutôt des connaissances qui, plutôt que des savoir-faire, donc c'est plutôt le domaine des connaissances procédurales, et les connaissances conditionnelles, c'est savoir quand, dans quelles conditions doit-on utiliser plus particulièrement telle ou telle stratégie. Et enfin, certains auteurs mais ils n'ont pas été nombreux au début, j'y reviendrai plus tard, ont tenté une distinction entre trois niveaux: cognition, métacognition et epistemic cognition. La raison est tout simplement que, par exemple, le fait de savoir si un problème admet une ou plusieurs solutions n'est pas a priori un problème qui relève de la métacognition, c'est plutôt un problème qui relève d'une réflexion épistémique ou épistémologique, mais bien entendu, ces trois niveaux interagissent. Alors, que recouvrent les activités métacognitives elles-mêmes? Et donc, par activité métacognitive, j'entends à la fois expérience et stratégie. Donc, comme le fait remarquer Dortier, en psychologie cognitive, la métacognition désigne la capacité réflexive du sujet qui s'observe penser. Les psychologues cognitivistes utilisent notamment beaucoup les indices de certitude, demandent au sujet d'accomplir une tâche et puis d'estimer dans quelle mesure il est certain ou non de sa réponse. En pédagogie, la métacognition renvoie aux techniques d'auto-analyse et d'auto-contrôle ou autorégulation de son activité intellectuelle. Ce sera à ce titre une forme d'autogestion de l'activité mentale. Alors ici, il y aurait lieu de souligner, beaucoup d'auteurs l'ont fait, je serai très bref, les limites des instruments qui permettent de prendre compte de cette activité mentale, parce qu'il y a lieu de distinguer les pratiques déclarées, ce que l'étudiant déclare faire, de ce qui, en toute bonne foi bien entendu, de ce qu'il a pu faire et mener à bien réellement, ses capacités de verbalisation peuvent influencer le mode d'accès à la métacognition, notamment dans la verbalisation des pratiques déclarées. Aussi, le moment de l'examen a une incidence. Si on interroge après la tâche, il peut s'agir d'une reconstruction a posteriori. Si on interroge pendant la tâche, il risque d'y avoir une
interférence entre la réalisation de la tâche proprement dite et la verbalisation à propos de celle-ci. Donc, tout ça pour dire qu'il n'est pas simple d'avoir accès directement à la métacognition. Alors, je vous propose ici, à titre d'illustration de ce que Dortier désigne sous le terme technique d'auto-analyse et d'autorégulation, un exercice que j'avais intitulé Pause métacognitive et que j'utilisais au début quand j'étais très actif dans le champ de la métacognition, donc que j'étais par ailleurs jeune assistant avec des étudiants de BA1, qu'on disait première candie, et donc, par exemple, je leur demandais, lors d'une mise en situation, je demandais aux étudiants de préparer un chapitre de cours en vue d'une simulation d'examen. Puis le jour venu, je leur demandais, mais quelles questions pensez-vous pourront vous être posées lors de cette évaluation? Donc, j'ai mis en italique à côté des activités métacognitives qui sont sollicitées à travers ces consignes. Et donc, à travers les questions anticipées par les étudiants, on pouvait déceler leur conception d'apprentissage. Est-ce qu'ils avaient plutôt une conception de l'apprentissage en surface, en profondeur, et dans une certaine mesure aussi comment ils avaient perçu le contrat didactique. Et on pourrait, à travers ce matériau, aussi l'analyser en référence, je reviendrai plus tard, au concept issu du champ du rapport au savoir, ainsi de suite. Décrivez le plus précisément possible comment vous avez procédé pour étudier ce chapitre, c'est de l'explicitation. Avez-vous rencontré des difficultés de compréhension? Où et en quoi il y a une forme d'auto-évaluation et d'analyse? Qu'avez-vous prioritairement retenu? Pourquoi c'est de l'analyse? Et puis après cette phase où les étudiants répondaient individuellement, on passait à une mise en commun où les étudiants volontaires partager aux autres la manière dont ils avaient répondu à ces questions. Et donc, ceci permettait de mobiliser une forme de décentration. Donc, se rendre compte qu'autrui fonctionne différemment à soi permet de prendre davantage conscience des modalités de son propre fonctionnement cognitif. Et enfin, quels changements souhaitez-vous éventuellement apporter à vos stratégies d'études ici nous avons affaire à une régulation. Alors, ceci m'amène à parler plus globalement du rôle de la métacognition dans les apprentissages. Et donc, très brièvement, ce rôle a été étudié dans la littérature selon différentes approches méthodologiques, donc développementales. Voilà. Donc, je reprends, je disais que la métacognition a été étudiée dans différentes perspectives, notamment développementales, voir si un enfant plus âgé possède meilleures compétences métacognitives qu'un enfant plus jeune, corrélationnelle, étudier les corrélations entre des tâches scolaires proposées à des élèves ou à des étudiants et la manière dont ils ont répondu à un questionnaire qui porte sur les aspects métacognitifs, ou approche expérimentale, donc on propose un entraînement à certaines habiletés métacognitives et on examine dans quelle mesure il permet de faciliter ou non certains apprentissages. On peut aussi ajouter des approches plus cliniques des activités métacognitives. Cette étude du rôle de la métacognition dans les apprentissages est effectuée à partir de définitions différentes, ne distinguant pas toujours les aspects cognitifs et métacognitifs. Donc, il pouvait y avoir parfois un raisonnement un peu tautologique si le questionnaire métacognitif reprend des éléments qui sont pratiquement identiques à la tâche cognitive qui est supposée être mise en relation, ne prenant pas toujours en compte d'autres modes de fonctionnement cognitif, notamment des automatismes. Un sujet pourrait réussir des activités parce qu'elles sont relativement simples pour lui, donc en utilisant des automatismes plutôt qu'une réflexion métacognitive, ou encore en utilisant ce que l'on appelle des connaissances implicites. Donc l'étude des connaissances implicites, c'est notamment effectuée à partir de grammaire artificielle. Si on crée des pseudomots qui obéissent à des règles d'une grammaire artificielle et qu'on les propose au sujet, après un certain temps
de familiarisation, le sujet va être capable de détecter les mots qui appartiennent à cette grammaire artificielle et ceux qui n'appartiennent pas à cette grammaire artificielle, mais sans pour autant nécessairement être capable d'expliciter les règles de cette grammaire artificielle. Autrement dit, il a acquis une certaine forme de compétence, donc de détection de mots, mais sans pouvoir verbaliser les règles sous-jacentes. C'est un peu le même principe. Une personne analphabète peut très bien s'exprimer en français relativement correctement tout en ignorant les règles de fonctionnement du langage. Aussi, une limite dans ces études, c'est qu'elles n'ont pas nécessairement pris en compte le niveau épistémique cognition et elles ne prennent pas en compte parfois non plus les facteurs affectifs et motivationnels ainsi que le sens de l'apprentissage pour l'élève, contrairement notamment au modèle plus récent de l'apprentissage autorégulé qui accorde davantage d'importance aux facteurs affectifs et motivationnels. Et donc les résultats sont parfois mitigés pour diverses raisons, très brièvement. L'individu peut avoir des connaissances métacognitives, mais ne pas les mobiliser parce qu'elles seraient coûteuses en temps et en énergie, par exemple, ou bien certaines tâches, comme je l'ai déjà dit, peuvent être réussies sur base de procédures automatisées, ou encore le sujet pourrait avoir, sur base de diverses introspections, développé différentes connaissances métacognitives, mais qui ne sont pas nécessairement pour autant valides. Et donc, de tout ceci, on peut retirer comme conclusion intermédiaire mais que pour mieux comprendre le rôle de la métacognition dans les apprentissages, il est nécessaire de définir très précisément quel est l'aspect de la métacognition considéré, quel est aussi le type d'apprentissage considéré, le lien que l'on postule entre la métacognition et cet apprentissage, et chez quel public cela est-il également étudié. Néanmoins, malgré toutes ces réserves, on doit quand même évidemment se rendre compte que la métacognition joue un rôle important, en particulier dans les transferts d'apprentissage, comme le soulignait déjà Glasser en 1986. On peut enseigner à des étudiants la connaissance d'une règle, d'une théorie ou d'une procédure, mais si on prend pour critère le transfert des apprentissages à de nouvelles situations, il faut en outre que les étudiants sachent contrôler eux-mêmes l'utilisation de leurs connaissances. Alors, je voudrais dire un mot aussi sur les usages parfois prescriptifs et ambigus de la métacognition en milieu scolaire, en référence en particulier à un ouvrage coordonné par Marc Derick en 2005 et qui dénonçait un modèle prescriptif de la réflexivité qui se serait diffusé, en particulier en France, mais cela nous concerne aussi, modèle selon lequel donc, il envisageait d'une part le retour sur l'action selon l'ordre description, analyse, conceptualisation, et d'autre part la préparation à l'action selon l'ordre anticipation, planification, contrôle de l'exécution et évaluation. Et donc, dans certaines classes, les enseignants systématiquement demandaient ces différentes activités aux élèves. Et donc, Marc Derick soulevait les questions suivantes. D'abord, ce modèle est-il universel ? Apprend-on de cette manière-là partout, pour toutes les matières, dans toutes les cultures? Ce modèle est-il suffisant, ces différentes activités? Pourquoi celles-là plutôt éventuellement que d'autres? Ces activités sont-elles toutes nécessaires? Et il dénonçait aussi le fait que ce modèle tendrait à devenir non un moyen, mais une fin en soi. Ce n'est pas nécessairement pour aider les élèves qui sont le plus en difficulté, mais on considère qu'il est en soi bon pour tout le monde de passer par toutes ces activités. Et d'où la conséquence que présenté comme une aide, il risque de devenir un facteur supplémentaire de difficulté pour certains élèves. Et alors, Marc Derick attirait aussi l'attention, et ça je trouve que c'est très important, sur les aspects éthiques. Il nous disait ceci: l'élève sommé de mettre en récit son activité, son faire, ne risque-t-il pas de produire un simulacre de ce qu'il considère être légitimement attendu? Donc il est clair qu'il peut y avoir un biais de désirabilité sociale. L'élève ne va pas nécessairement dire précisément
ce qu'il a pensé, le déroulement de sa pensée, de son activité, mais il va plutôt dire ce qu'il pense que l'enseignant attend de lui. Et donc, il y a des ambiguïtés relatives à l'usage également de l'auto-évaluation en contexte scolaire. Je pense ici à des portfolios. Donc, en soi, c'est très bien si c'est dans une optique formative. Par contre, si l'élève est évalué de manière certificative sur son portfolio, il peut produire une réflexion sur l'évolution de ses apprentissages où il tente au mieux de répondre à ce qu'il pensait être les attentes de l'enseignant. Donc, quelque part, il se livre une forme de simulacre. Et donc, oui, je suis désolé, il y a un petit souci de passage de dia. Voilà, ce problème d'ordre éthique a déjà été souligné aussi par Marc Romainville. Et ce qu'il dit ici en 2007 me paraît très important. Les manières d'apprendre de l'élève, ses stratégies, ses méthodes, ses habitudes scolaires appartiennent au registre des moyens. Autant une des fonctions sociales de l'école consiste à évaluer les résultats de l'apprentissage, autant elle doit sans doute éviter d'édicter des normes sur les moyens intellectuels mis en œuvre par les élèves pour produire ces résultats. On voit bien que l'enseignant marche ici sur une corde raide. Il lui faut tout à la fois aider l'élève à améliorer ses démarches et en même temps respecter ce qui ressort principalement de son domaine privé. Certains élèves se sentent piégés à devoir faire part de leur fonctionnement intellectuel privé. Un climat d'écoute et de respect est donc crucial. L'élève doit être assuré que l'accompagnement s'arrêtera aux portes de sa liberté. Donc, ceci me paraît très important. Je voudrais dire aussi un mot sur les enjeux idéologiques liés à l'émergence et à la diffusion du concept de métacognition dans les années 80, donc les discours que l'on entendait à l'époque insistaient notamment sur le fait de placer l'élève au cœur des apprentissages, d'apprendre à apprendre, euh, dans une certaine mesure, ils incitaient aussi à faire appel au libre arbitre de l'élève. Et là, je fais une petite parenthèse personnelle. C'est notamment cet aspect-là qui m'avait beaucoup intéressé dans les années 80, qui m'avait motivé à m'intéresser à la métacognition. Donc, pour situer un peu le contexte de l'époque, c'était le courant de la pédagogie par objectif, les taxonomies, les learning skills, les study skills, ainsi de suite. Et donc, c'était aussi le début de l'enseignement programmé, de l'informatique, ainsi de suite. Donc, c'était une approche parfois très technique et quelque part, la métacognition me paraissait un espace de liberté, de respiration où on prenait en compte le libre arbitre de l'élève et une manière également de l'inciter à prendre du recul par rapport à soi et par rapport au savoir. Mais cela étant, toujours pour insister sur le contexte idéologique de l'époque, il me paraît important de souligner quelques motifs d'inquiétude. Donc, c'est qu'un certain usage de la métacognition tend à responsabiliser les élèves, mais peut aussi avoir tendance à faire oublier les facteurs de réussite et échec plus systémiques comme les inégalités sociales. Il peut aussi avoir une forme d'instrumentalisation de la métacognition. Donc, c'est aussi une autre formule de Poulet qui dénonce le management des années 90. Le chercheur d'emploi est désormais placé dans un marché des compétences dans lequel il doit se connaître pour mieux se vendre. Et enfin, je voudrais souligner, je l'avais déjà dit au début, mais le caractère réducteur d'une approche qui serait strictement cognitiviste, qui serait uniquement cognitiviste pour appréhender la pensée humaine dans toute sa complexité. Voilà, donc je vous propose maintenant de passer à la deuxième partie de l'exposé, donc mettre le concept de métacognition en perspective par rapport à d'autres courants de recherche, en particulier celui qui porte sur la réflexivité. Donc, première question, mais que recouvre le terme réflexivité? Dans quel contexte l'utilise-t-on? Le mot réflexivité a d'abord un sens très général de retour de la pensée sur elle-même et en ce sens, la métacognition est une cognition réflexive. Donc là, il y a identité entre les deux. Quand on parle de réflexivité, en particulier dans le contexte de la formation des enseignants, on fait souvent référence à Schoen et aux études comparatives entre experts et novices qui ont montré notamment que les experts pouvaient
dégager des règles d'action sur base de leur expérience et que c'est un enjeu important pour la formation de rendre explicites ces règles, notamment par un travail de réflexivité. Weber avait déjà, au début du XXe siècle, souligné pour le chercheur, en particulier le chercheur en sciences sociales, l'importance d'adopter une posture de réflexivité, donc d'expliciter son propre rapport aux valeurs pour que ses propres valeurs ne biaisent pas sa recherche scientifique. Parfois, on a caricaturé les idées de Weber à propos de la neutralité axiologique, comme si le chercheur ou la chercheuse ne devaient pas avoir de valeur ou ne pas les exprimer. Non, en fait, ce que Weber dit, c'est que le chercheur ou la chercheuse doivent expliciter leur propre rapport aux valeurs pour éviter que leurs propres valeurs ne biaisent leur recherche. Et donc, la réflexivité est un concept très important en sociologie, où il comporte une dimension épistémologique et qui vise aussi à clarifier les enjeux idéologiques. Et donc, je prends une définition, par exemple, de Rouy, qui nous dit ceci: la réflexivité est le mécanisme par lequel le sujet se prend pour objet d'analyse et de connaissance. Pour le sociologue, cette posture consiste à soumettre une analyse critique, non seulement sa propre pratique scientifique, opération, outils et postulats, mais également les conditions sociales de toute production intellectuelle. D'autres auteurs ont utilisé des formules comme objectiver le sujet objectivant, objectivation participante, l'explicitation des présupposés idéologiques implicites, ainsi de suite. Alors, quelques points communs et différences entre les concepts de métacognition et de réflexivité, ainsi que quelques liens entre les deux. Mais comme le souligne Tochon, les stratégies du sujet sont centrales dans les deux courants et tous les deux tentent de décrire la prise de conscience de pratiques de manière objectivante. Cela étant, le concept de réflexivité tend à avoir une portée plus large que celui de la métacognition. On peut distinguer trois dimensions, trois niveaux. Le premier, le sens psychologique. Dans ce cas, le terme réflexivité a exactement le même sens que métacognition par rapport au sujet en tant que personne. Mais le mot réflexivité, dans un sens sociologique et anthropologique, désigne ici une forme de réflexivité de l'individu en tant qu'acteur social, pas uniquement en tant que personne, et le sens épistémologique se comprend comme une forme de réflexivité vis-à-vis de l'activité scientifique, vis-à-vis de l'activité de production du savoir scientifique en tant que telle, de manière générale. Et c'est le sens, par exemple, que Bourdieu a donné à un de ses derniers ouvrages, Science de la science et réflexivité. Donc, tenter d'élaborer une science, donc une sociologie des sciences portant sur la manière dont se développent les sciences, est un exercice de réflexivité pour un acteur de la communauté scientifique. Monsieur Wolf, si je Oui. peux me permettre, il vous reste 5 minutes. Oula, Oui. désolé. Alors, je vais très rapidement passer pour en arriver aux conclusions sur les liens possibles entre métacognition et rapport au savoir. Donc, dans le rapport au savoir, il y a plusieurs sous-courants que vous voyez relatés dans la DIA et donc vous pourrez la regarder à l'aise. Le rapport au savoir est une relation de sens et de valeur entre un individu et les processus ou produits du savoir. Il comporte une dimension épistémique, identitaire et sociale. C'est une des définitions les plus classiques. Donc voilà, brièvement, on voit qu'il y a une priorité donnée au sens dans la notion de rapport aux valeurs. Et donc, quelques points communs et différences entre métacognition et rapport au savoir, c'est que le rapport au savoir s'intéresse plus au sens qu'à leur efficacité. Ce courant vise une visée explicative et surtout compréhensive du sens justement donné par les élèves à leurs apprentissages, plutôt que l'obtention de résultats souhaités suite à un entraînement. Mais néanmoins, certains auteurs suggèrent qu'une prise de conscience, qui peut être qualifiée de métacognitive ou réflexive par rapport à son propre rapport au savoir, peut favoriser les apprentissages et qu'une pratique métacognitive peut avoir un effet sur le rapport au savoir. Alors, je passe deux citations qui illustrent très bien cette idée, mais que vous pourrez retrouver dans le PowerPoint et la vidéo. Je passe alors
au troisième courant, les conceptions épistémologiques. Donc là aussi, il y a plusieurs champs de recherche à l'intérieur de ce courant, notamment un portant sur les conceptions épistémiques ou encore croyances épistémiques, donc thématise la manière dont les individus conçoivent la nature des connaissances, de leurs origines, leur processus de genèse et de validation. Il existe aussi d'autres champs que je ne fais que mentionner par écrit dans la dia, mais que je ne cite pas et que je ne développe pas. Alors, les points communs, les différences entre métacognition et conception épistémologique, ben, si c'est presque une boutade, mais comme le font remarquer Cray et Fagnan, l'épistémologie personnelle, la connaissance sur ses connaissances, ben, ne peut avoir qu'un lien avec la métacognition qui serait une forme de pensée sur la pensée. Alors, de manière maintenant plus systématique, ben, Kitchener, que j'avais déjà cité, ben, propose un modèle explicatif du fonctionnement cognitif à 3 niveaux: cognition, métacognition et épistémique cognition. Et là, à ce troisième niveau, les individus réfléchissent sur les limites de la connaissance, le degré de certitude et les critères de connaissance. Voilà, par exemple, un modèle qui tente d'intégrer à la fois les aspects métacognitifs et épistémologiques. Et alors, j'en viens à quelques mots de conclusion. Donc, une première piste de recherche qui me paraît importante, c'est de poursuivre l'examen des relations effectives ou possibles entre ces différents champs de recherche que je viens d'esquisser en quelques minutes. Une seconde piste de recherche vise à examiner ce que chacun de ces courants peut apporter dans la compréhension des processus de subjectivation, objectivation, en particulier en contexte d'apprentissage, sachant que ces deux processus, subjectivation et objectivation, se co-construisent, interagissent. Donc, pour être un peu plus précis par rapport à ces processus, j'en donne 3 approches. Donc, une première épistémologique renvoie à Bachelard. Le concept de subjectivation fait écho à celui d'objectivation proposé par Bachelard. L'objet scientifique est objectivé, rendu objectif, construit en rupture avec l'expérience, l'opinion. L'objectivation, elle est l'activité inlassable de la cité des travailleurs de la preuve. Les sujets de cette cité, eux, se construisent comme esprit scientifique. Là, donc, c'est le processus de subjectivation. En sciences sociales, après le recul des grandes théorisations, fonctionnalisme, structuralisme, marxisme, la sociologie en est venue à s'intéresser aux individus comme acteurs. Mais le sujet n'est pas l'acteur, et donc c'est moi qui l'ai souligné, ça me paraît important, c'est la capacité d'être acteur, de construire son existence, de maîtriser son expérience, d'être responsable, et donc il y a une focalisation de la sociologie sur comment se construisent les acteurs, en particulier dans le contexte scolaire, et l'anthropologie psychanalytique de son côté, notamment avec Rochex, s'est aussi beaucoup intéressée à ce processus de subjectivation, objectivation, notamment dans le processus d'élaboration du sens. Et donc voilà, pour ne pas prendre trop de temps, en première approche, la métacognition se situe plus du côté du sujet, les approches épistémologiques du type Nature of Science du côté de l'objet. Par contre, le rapport au savoir s'intéresse davantage au rapport entre sujet et objet, de même que les croyances épistémologiques ou la réflexivité, puisque ce dernier terme peut avoir un sens très large, comme on l'a vu. Et donc, la troisième piste de réflexion, à la fois en matière de recherche et d'action, c'est de tenter d'articuler, voire d'intégrer les apports possibles de ces différents courants de recherche dans une perspective de formation. Et je souligne, sans engommer les spécificités, voire les oppositions en leur sein, ni entre eux, ni encore en voulant rechercher une forme de consensus mou. Et donc, à cet égard, le concept de réflexivité me semble pouvoir être utilisé comme un concept fédérateur, si l'on s'accorde sur l'idée, qui peut bien sûr être discutée, qu'un des rôles importants de l'école est de contribuer à développer chez l'élève ou l'étudiant une posture de réflexivité, à la fois vis-à-vis de lui-même et vis-à-vis des savoirs, et ces deux aspects interagissant. Alors, je souligne à nouveau les aspects éthiques. S'il me paraît important que l'école développe une posture de réflexivité
chez les élèves et les étudiants vis-à-vis d'eux-mêmes et vis-à-vis des savoirs, ça ne veut pas dire pour autant que tous ces aspects doivent faire l'objet d'évaluation. C'est un peu une maladie de l'école de vouloir toujours tout évaluer. Et donc, plus précisément, une première proposition serait de développer une posture de réflexivité, d'aider les élèves et les étudiants à développer une posture de réflexivité vis-à-vis d'eux-mêmes, à la fois comme personnes, mais aussi comme acteurs sociaux, vis-à-vis de leur propre fonctionnement cognitif. Ceci rejoint tout à fait le sens premier de la métacognition, vis-à-vis de leurs émotions et affects. Ceci est pris en compte davantage par les théories d'apprentissage autorégulé, mais aussi apprendre à expliciter son propre rapport aux valeurs, ses rapports au savoir, ses diverses identités et appartenances, son rôle comme acteur social, sont tous des éléments très importants qui peuvent faire l'objet d'une démarche de réflexivité. La deuxième proposition, développer une posture de réflexivité dans le sens d'une prise de recul, d'un regard critique à l'égard des savoirs, par exemple une vigilance relative à tous les éléments de preuve et de démonstration, de validation, particulièrement important dans le contexte aujourd'hui avec les fake news, théorie du complot, ainsi de suite, une réflexion épistémologique sur les savoirs enseignés, une réflexion sur les enjeux idéologiques relatifs aux savoirs enseignés. Je mentionne ici des courants comme celui qui dénonce la colonialité des savoirs produits en Occident, ou encore des théories féministes qui dénoncent une certaine forme de masculinité dans certaines théories en sciences sociales, ainsi de suite. L'idée d'avoir des cours méta ou métis, donc les cours méta, un enseignant invite un autre enseignant, un collègue, à venir parler à ses étudiants, mais en adoptant un tout autre point de vue à propos des mêmes thèmes que lui a développé, métis quand on fait appel à une personne d'une culture différente. Et donc, à nouveau, je souligne, ces deux processus interagissent. Et donc, en guise de conclusion vraiment finale, et je suis désolé si j'ai peut-être dépassé un petit peu le temps, mais il y a eu des petits cafouillages techniques au début. Donc, en guise de conclusion finale, 45 ans après son apparition, le concept de métacognition semble toujours présenter une fécondité heuristique, une utilité pratique sur le plan pédagogique, mais gagnerait très certainement à être davantage, un, précisé, conceptualisé, opérationnalisé, et deux, à être davantage articulé à d'autres concepts et champs de recherche tels que ceux que j'ai évoqués. Et enfin, ma conclusion finale sera que plus globalement, il me paraît important d'étudier comment ces différentes approches, métacognition, réflexivité, rapport au savoir, conception épistémologique, peuvent contribuer au développement chez l'élève et chez l'étudiant d'une posture de réflexivité, à la fois vis-à-vis de soi, subjectivation, et vis-à-vis des savoirs, objectivation. Voilà, je vous remercie